Voilà. Et bonjour, merci d'être là. Donc Sophie Bussière, je suis la secrétaire d'Europe Écologie Les Verts Pays Basque et candidate aux élections européennes dans la liste de Yannick Jadot. Je vais aujourd'hui vous présenter les grandes lignes du programme. On a fait un plan d'action pour sauver l'Europe et puis parler ensuite plus particulièrement de la thématique de la journée. Je remercie vivement Europe Écologie Les Verts Landes d'avoir organisé cette journée autour de la thématique de l'eau. Sur les grandes lignes du programme, on a décliné un plan d'action en 5 axes. Le premier, c'est d'adopter un traité environnemental. Ce serait un traité auquel tous les autres traités européens devraient se conformer parce que nous estimons que l'écologie ne doit pas être en marge des programmes, une ligne, mais doit être au centre de toutes les politiques publiques, que ce soit à l'échelon local, mais également à l'échelon européen, d'où la nécessité d'un traité environnemental. Le deuxième axe de notre programme, c'est de créer une banque européenne du climat et de la biodiversité. On parle beaucoup du climat actuellement, il ne faut pas également oublier l'extinction de masse et la perte de la biodiversité. Et nous souhaitons investir massivement pour sauver le climat, ce qui va créer de nombreux emplois. Le troisième axe, c'est s'attaquer aux paradis fiscaux. Il y a beaucoup d'argent récupéré au niveau de l'évasion fiscale, et donc il faut absolument avoir la volonté politique de s'attaquer aux paradis fiscaux. Le quatrième axe, et on va y revenir au cours de cette journée, c'est l'agriculture. L'agriculture, vous le savez, cause beaucoup de dégâts au niveau du réchauffement climatique et de la biodiversité. Mais si on entame une transition écologique avec l'agroécologie par exemple, l'agriculture paysanne, non seulement on pourra avoir une agriculture de qualité, une meilleure alimentation, mais en plus on pourra sauvegarder le climat et la biodiversité. Et le cinquième axe, c'est de rendre l'Europe plus démocratique. Donc il faut en finir avec les lobbies néfastes et il faut rendre l'Europe aux citoyennes et aux citoyens. Voilà les grandes lignes du programme. Je vous invite après à aller sur le site pourleclimat.eu qui va bien sûr détailler ces grandes lignes. La thématique choisie par Europe Écologie et Les Verts Landes, donc c'est l'eau. Et donc c'est extrêmement important, c'est un bien commun qui est à préserver. Et au niveau de l'Union européenne, il y a des compétences spécifiques sur l'eau. Il y a une directive cadre sur l'eau qui date de 2000. Et ensuite, il y a des directives spécialisées. Par exemple, sur les eaux de baignade, ça nous intéresse fortement ici dans la région. Sur les eaux souterraines, sur le milieu marin. Il y a toute une série de réglementations et qui peuvent être invoquées à l'appui de recours. Sur l'eau, c'est une thématique qu'on pourrait faire plusieurs journées d'ailleurs sur cela. Aujourd'hui, le parcours que nous avons, que Europe Écologie Les Verts Landes a choisi, commence aujourd'hui ici à Dax. Et à Dax, on peut parler de géothermie. Donc ici, il y a les thermes, mais que ce soit à Dax ou dans les Landes en général, on pourrait développer davantage la géothermie, puisqu'il y a là une source renouvelable, une énergie locale que l'on devrait davantage effectivement développer. Ensuite, nous irons donc dans la commune de Thiel, où nous ferons une visite de la commune avec les réalisations locales pour montrer que l'on peut gérer une commune de façon plus écologique et toujours en lien avec l'eau. Nous irons ensuite à Montfort-en-Chalosse chez un apiculteur. Donc vous le savez, les abeilles sont en voie de disparition et en cause notamment les pollutions, notamment ce qu'elles absorbent en buvant de l'eau qui est extrêmement polluée. Et nous finirons à Hossegor sur la thématique du lac d'Hossegor où il y a effectivement le problème du dragage du lac et des pollutions marines en général. Voilà le fil de la journée, au fil de l'eau. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur cette thématique, mais je vais pouvoir répondre à vos questions, que ce soit sur l'eau ou sur notre programme en général. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi Thiel, c'est géré par une équipe municipale écologiste? Qu'est-ce qu'ils font à Thiel? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2014? Là, je vais laisser les amis landais répondre. Pourquoi Thiel? Parce qu'en fait, une des adjointes de Thiel est membre d'Europe Écologie.
et qu'en tant qu'adjointe, elle a introduit un certain nombre de pratiques plus vertueuses dans la gestion de la commune, notamment tout ce qui concerne le travail des employés municipaux. Donc on va expliquer tout ça sur place, ce qu'elle a apporté, ce qu'elle a comment dire ça, influencé, voilà, dans sa pratique d'élu de la commune. Et puis aussi elle-même, elle pratique depuis plusieurs années, elle a un jardin tout à fait extraordinaire où elle cultive beaucoup de plantes très diverses et elle montre, que ce soit dans sa commune ou dans son jardin, qu'on peut économiser de l'eau. En permaculture. Oui, c'est pas vraiment une permaculture, mais elle a fait par exemple des réalisations pour la commune avec ce qu'on appelle des structures en lasagne, c'est-à-dire ça permet justement de ne pas consommer d'intrants et surtout qu'il y a très peu d'arrosage à faire. Or, on va être dans une période, dans les dérèglements climatiques, où il faudra partager l'eau. Donc, il faut faire des économies d'eau. Et dans son jardin, qui marche très très bien, elle a beaucoup de monde qui vient le voir, son jardin, et elle montre qu'elle le fait avec très peu d'eau. Sur Montfort. Donc nous allons chez un apiculteur. Oui. L'apiculteur, c'est André qui est là, C'est André qui est là, qui nous expliquera ces problèmes. C'est vrai que de grosses problématiques sont en train d'anéantir notre apiculture en ce moment. Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'utilisation des pesticides. Ça c'est bien la chose la plus lancinante en ce moment, parce que ça arrose la totalité de l'agriculture en ce moment. Et bon, l'utilisation des pesticides, c'est une mort lente, c'est une mort sournoise, la disparition des abeilles se fait de la manière suivante. C'est que quand les abeilles vont butiner sur les plantes qui remontent des pesticides, tout simplement par le biais de la systémie de la plante, les pesticides se stockent à l'intérieur de la ruche, et quand les abeilles consomment leurs produits, leurs réserves l'hiver, c'est là qu'elles s'empoisonnent. Non, c'est même pas un empoisonnement du système digestif directement, c'est surtout les neurones qui sont visés chez les insectes. Les produits qui sont employés actuellement en agriculture sont hautement toxiques parce que ce sont des produits neurotoxiques, donc qui s'attaquent aux neurones. Seulement, voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les perturbateurs endocriniens qui sont dans ces produits. Il y a que ces produits migrent terriblement dans l'eau. Ces produits sont très rémanents, se fixent dans les sols, sont très peu biodégradables. Et bien entendu, comme l'homme est au bout de la chaîne alimentaire, toutes les cultures qui ont été soi-disant et entre guillemets protégées par ces produits neurotoxiques, eh bien nous les retrouvons nous aussi dans notre corps, nous nous retrouvons avec des perturbateurs endocriniens et des neurotoxiques dans notre corps. Et ça c'est très grave. Donc actuellement, il n'y a pas que les abeilles qui pâtissent de cette utilisation abusive, il y a surtout aussi les organismes aquatiques, il y a surtout beaucoup d'autres plantes qui ont été éliminées, par exemple avec les débroussaillants, défoliants et désherbants. Sur une quarantaine d'années, nous avons perdu entre 7 et 10 000 espèces florales, au moins 7 000 espèces florales ont disparu dans les grandes pratiques de l'agriculture actuelle. On peut trouver encore d'autres désordres, bien entendu, dans notre vie par contre-coup. Peut-être aussi, je n'irai pas très loin sur ce sujet, mais les dégénérescences neurologiques comme Alzheimer, Parkinson, qui sont très certainement dues aussi à l'utilisation de ces pesticides dans notre vie, des malformations congénitales, des malformations des bébés dans leur vie déjà intra-utérine, et tout ça c'est très très grave. Donc nous avons aussi d'autres formes de mortalité dans les abeilles, mais ce n'est pas que, on va dire qu'actuellement le salissement de la nature par les produits neurotoxiques utilisés dans l'agriculture sont largement responsables. Il y aura les mortalités d'abeilles, il y a des causes multifactorielles sur la mortalité des abeilles, mais là actuellement, moi je peux dire personnellement que je suis sur un coin de Chalosse qui doit être très certainement pollué, puisque je n'arrive plus
à garder mes abeilles sur la Chalosse et j'ai été obligé depuis 2 ans maintenant de m'expatrier en montagne et d'apporter toutes mes ruches à 900 mètres d'altitude de manière à éviter non seulement les parasites qui se sont développés dans le coin, mais surtout les neurotoxiques, l'agriculture et la pollution de l'eau. Voilà. Je crois qu'il faut entendre les apiculteurs notamment, et il y a une alerte sur la perte de biodiversité des abeilles. Et ce qui vient d'être dit, c'est en fait la chaîne du vivant, puisque effectivement les abeilles sont touchées. Tu as parlé également de la flore et les humains aussi. Donc vraiment un axe très important de notre campagne et de ce que l'on va réaliser au Parlement européen, c'est une réforme radicale de l'agriculture. Il ne s'agit pas de distribuer des bons points ou des mauvais points aux agriculteurs. En ce moment, ils se plaignent beaucoup d'agribashing, comme on dit, d'être accusés de mauvaises pratiques. Les agriculteurs et agricultrices ont été les bons élèves au niveau de l'Union européenne parce qu'ils ont respecté parfaitement la politique agricole commune. Et donc c'est qu'il y a un problème en amont de formation et surtout de volonté politique. Donc il faut une volonté politique forte pour changer, réformer la politique agricole commune, la transformer en politique agricole et alimentaire commune. Souvent on parle d'agriculture et on oublie où il y a l'alimentation. L'agriculture c'est pas uniquement des exportations pour faire des biocarburants ou des choses comme ça. À la base c'est censé nous nourrir sainement et il faut en plus que ça nourrisse sans dégrader la nature dont nous sommes. Donc c'est vraiment un axe très important pour nous et prioritaire, cette réforme radicale de l'agriculture. Et les solutions existent en plus. Elles sont multiples, elles existent, et contrairement à ce que certaines essaient de nous faire croire, l'agriculture paysanne, l'agroécologie peut nourrir le monde. Donc ça c'est quand même une donnée importante. Voilà. Il manque la volonté politique. Sur Osgore, c'est le dragage du lac. Oui, tout à fait. Des recours de déposer pour ne pas conclure. Des recours administratifs pour faire arrêter le dragage. Oui. En quoi le dragage du lac serait nocif? Alors Europe Écologie et les Landes, les Verts des Landes ont déposé lors de l'enquête publique leur explication. Effectivement, ce dragage est contre... ils étaient opposés puisque ça atteint la biodiversité et surtout ce qu'on note c'est que il n'est absolument pas pris en compte dans ce genre de projet le fait qu'il y a le réchauffement climatique, il y a un problème de trait de côte en général et là on va essayer de réparer comme ça sans vision, je dirais même pas à long terme, à moyen terme. Et donc ça c'est extrêmement critiquable et ça cause beaucoup de dégâts à la biodiversité et des problèmes de pollution également et ça ne résout aucun problème. Et si on regarde la demande d'autorisation des travaux, la formulation de cette demande, on voit qu'elle a été formulée notamment pour bénéficier de fonds européens. Donc voilà, donc il y a uniquement une visée économique et une dégradation de l'environnement. On peut rajouter, excusez-moi, en complément le principe de sécurité. On sait très bien que les sables sont pollués. On sait très bien que ce transfert amené, il y a du chrome, il y a du nickel, il y a des hydrocarbures, et tout cela c'est dangereux. Et amener ce sable, remettre ce sable sans traitement préalable, le nettoyer, comme ça se fait effectivement à Arcachon, comme à La Rochelle, c'est La Rochelle, ils vont le faire, enfin ils vont draguer le port avec des structures qui lavent. Alors techniquement je ne sais pas comment ça se passe, c'est à creuser, mais ils lavent pour pouvoir effectivement le déposer. Tandis que là, on sait très bien qu'il est pollué, on le met sur Santochard ou des enfants, le club de surf. Et là, tout repart à la mer, mais il y en a qui vont rester, et on va ensabler les plages du lac d'Osgore. On se pose la question, effectivement, où est ce principe? Et c'est ce que la juge avait mis en avant, plus ou moins, en stoppant les travaux la première fois. Après, il a été prouvé, Max a prouvé qu'effectivement, soi-disant, les analyses étaient parfaites. Mais si les analyses sont parfaites, pourquoi? Je pense que c'est toujours en cours. Le préfet interdit les huîtres et les moules, c'est ok, mais les coquillages, on ne peut pas les consommer. On dit qu'on ne peut pas les consommer sur le lac d'Osgore. Donc c'est une question. En fait, vous l'avez bien cette pollution entière. Elle vient effectivement de la base, des dépôts, de l'arrivée par le chenal. Alors bon,
On pourrait effectivement En fait, aller plus loin. les sables, les vases qui s'accumulent au fil des décennies, tous ces métaux lourds que l'on retrouve sont en fait souvent issus des peintures anti-fouling des navires. C'est-à-dire ces peintures qui sont mises sur les coques pour empêcher l'agrégation des crustacés sur les coques. Ces peintures anti-fouling de l'époque étaient extrêmement toxiques. Elles sont interdites aujourd'hui depuis une vingtaine d'années. Mais il n'empêche que ça s'est accumulé dans les sables et les vases. Et aujourd'hui, on vous dit tranquillement, non mais il n'y a pas de problème. Et on rejette ça sur la plage publique, alors que normalement ça ne devrait pas se faire. Vous avez effectivement le club de surf qui fonctionne toute l'année. Surtout en ce moment, avec ce beau temps, vous avez les gosses sur les plages en permanence. Et les gosses ou les adultes, peu importe. Et ça ne pose aucun problème de conscience. Pas plus aux politiques qu'aux surfeurs d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et que je connais bien. Mais voilà, donc l'origine des pollutions, elle est connue. On le sait, mais tout le monde le sait. Mais en fait, on fait comme si on ne savait pas. Et c'est plus facile comme ça. Voilà. C'est plus facile de rejeter, parce qu'en fait c'est une question d'argent, ce n'est qu'une question de gros sous. Comme l'a dit Sophie, il suffit simplement de laver les sables. Laver les sables, c'est pas compliqué, on les lave à l'eau chaude pour faire remonter les hydrocarbures. C'est pas compliqué à faire, mais ça coûte, ça a un coût. Donc c'est beaucoup plus facile de dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pollution, donc on peut rejeter sur la plage. Point, fini, c'est tout. Pardon ? Voilà. C'est 3 villes que vous avez. Tout à fait. 3 Tout à fait. Et ici, effectivement, il y a la géothermie ici, et là c'est une ville thermale, mais de façon plus générale, même en Aquitaine ou ailleurs, on pourrait développer davantage ce type d'énergie. Géothermie, c'est-à-dire ça on utilise la chaleur du sol Oui, pour chauffer. Tout à fait. Donc les factures pour ensuite les ménages seraient bien inférieures. Donc, Je crois qu'ils le font sur Mont-de-Marsan. Et sur la géothermie. Oui. Poursuivre les débats. Oui. Eh bien, je peux Oui. répondre parce que j'habite Mont-de-Marsan et que depuis que j'y habite, je me suis intéressée professionnellement à la géothermie de profondeur. Ce qu'il y a, sont des roches qui sont chaudes, hein, donc ils chauffent l'eau qu'on fait remonter. C'est comme les pétroliers, ce sont des puits normaux. La technique est très très au point. On peut faire après des réseaux de chaleur, c'est-à-dire que l'eau thermale n'est jamais en relation avec l'extérieur, au départ. Hein. C'est-à-dire qu'on fait circuler de l'eau dans les tuyaux, et ensuite on chauffe de l'eau. Et ensuite on chauffe de l'eau par conduction en quelque sorte. Donc l'eau géothermale qui, elle, a quand même des éléments, des ions métalliques, etc., ne va pas dans le milieu, au départ. Donc on peut ensuite avoir des réseaux de chaleur et faire chauffer surtout quand même des immeubles. Pour des maisons individuelles, c'est un petit peu difficile. Mais pour des immeubles, il n'y a pas de problème. Et la facture de chauffage est bien moindre qu'avec le gaz. Le gros problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que ceux qui ont le pouvoir politique ne veulent pas faire de puits de retour. Normalement, il y a une loi qui dit que quand on fait un puits aller, il faut faire un puits retour de façon à ce que l'eau géothermale revienne là où on l'a pris. Bon. Alors, ils disent que c'est trop cher. Mais trop cher par rapport à quoi, hein? C'est vrai qu'un puits aller-retour, enfin un puits aller 4 millions, un puits retour 4 millions. Mais après tout, l'agglomération de Mont-de-Marsan a quand même donné quasiment 11 millions pour la LGV Bordeaux-Tours. Donc ça dépend ce qu'on appelle cher. Et alors, donc on a fait une dérogation, c'est-à-dire comme toujours, il y a tout un tas de dérogations par rapport aux réglementations. Et la réglementation, c'est qu'il faut valoriser l'eau géothermale et qu'on ne la renvoie pas à sa source. Et là, dans ce cas-là, l'eau géothermale, eh bien, elle est à l'air libre. On l'a mis dans des petits ruisseaux, là, autour de la base, par exemple, et actuellement, on l'a conduite dans un bassin de rétention à Mazerolles, où elle est à l'air libre. Et ça sert à irriguer des cultures.
Bon, alors, il y a cette eau, elle n'est pas... elle est impropre à la consommation, et il y a même des radioéléments alpha. Donc, normalement, on ne devrait pas faire ça. En plus, le fait quand même de ne pas faire revenir à la base ces eaux géothermales, ça va créer des modifications de pression à l'intérieur. Parce qu'en fait, ce sont des failles qui font remonter l'eau des profondeurs. Et le sous-sol des Landes est extrêmement difficile géologiquement à connaître. C'est pas facile du tout. Donc, la solution sensée, ce serait de remettre l'eau là où on l'a prise. Et surtout de ne pas la laisser en surface. Parce que ce n'est pas une eau qui est propre à la consommation et même à l'irrigation. Elle était chaude. Voilà, alors en plus elle est chaude, c'est-à-dire qu'on la remet à 30 degrés dans les petits ruisseaux. Après, quand on le met dans le bassin à Mazerolles, qu'elle soit chaude ou pas, c'est pas grave, c'est un bassin de rétention. Mais arroser des cultures avec ce type d'eau, c'est pas même. Voilà. Même le commissaire enquêteur d'ailleurs avait signalé qu'il faudrait faire des analyses un petit peu. Ce qu'il y a aussi, c'est que la géothermie, ce type de chauffage par géothermie, c'est quelque chose qui serait une richesse pour toute l'Aquitaine, parce qu'on en a énormément. Mais encore faut-il vouloir le faire. Ce qu'il y a, c'est que ça ne demande pas des investissements considérables, mais il faut voir aussi que les entreprises ne vont pas s'enrichir à utiliser ce type de chauffage, alors qu'elle serait peu chère pour les gens qui habitent dans les appartements. On peut aussi chauffer des piscines, parce qu'on peut faire une cascade géothermique, chauffer des piscines, chauffer des serres, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment une source qui est locale, qui est renouvelable et qui rend les territoires indépendants. Et dans la situation actuelle, où il va falloir faire une transition écologique et une relocalisation de tout, eh bien, ce serait quand même l'avenir, surtout qu'on a une richesse, pourquoi on ne l'exploite pas ? On s'est positionné clairement contre ce machin, ce grand machin, comme aurait dit le général de Gaulle. C'est un truc que bon, c'est un truc qui est fait pour les touristes. C'est une sorte d'appel d'air touristique pour essayer de faire un développement touristique autour de Cassel. Bon, pourquoi pas sur le plan économique, sur le plan purement environnemental, c'est une catastrophe. Ça sert à rien, ça rapporte rien et ça détruit tout. Donc c'est certainement pas la meilleure façon de développer économiquement un territoire. La vague artificielle, on l'a fait passer pour dire oui, mais les surfeurs sont d'accord. Non, les surfeurs s'en foutent, je peux vous le dire. C'est vraiment pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des vrais sur la plage. Point. Les vagues artificielles, ça ne les draine pas, ça ne les intéresse pas. Contrairement à ce qui est. Voilà. Je vous le résume, je vous le fais vite. Voilà. On se demande pourquoi ils la font alors, si ça intéresse personne. Pardon ? C'est le contribuable qui va payer, mais Bien si ça entendu. intéresse personne, ils la font. Ah, mais parce qu'après, autour, il y a des développements immobiliers et c'est là-dessus qu'ils vont récupérer du fric, quoi. Ils ont bien fait la 65 aussi. Aussi. Voilà, donc la vague artificielle, nous on s'est prononcé contre ce projet, ainsi que les associations de protection de l'environnement qui ont la même analyse que nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Et protégeant plutôt nos océans en fait, puisque les surfeurs de plus en plus ont du mal à pratiquer leur sport, ils sont de plus en plus malades. Donc, j'habite sur la côte basque et par exemple l'été dernier, les médecins étaient pleins, les ORL. Donc les surfeurs ont de plus en plus de difficultés, l'eau de baignade est polluée. Donc protégeons nos océans avant de créer des vagues artificielles dans des bâtiments qui vont prendre encore des terres, qui peuvent être des terres agricoles, et qui vont causer des dégâts. Qui vont utiliser un maximum d'eau et qui vont effectivement participer à l'étalement urbain par les projets immobiliers qui ne sont pas utiles et qui ne pourraient pas se justifier sans ça. Voilà. Un peu comme les golfs, pareil. Le golf, c'est exactement, on se retrouve dans la même optique, un projet purement touristique avec bien entendu un étalement urbain, des projets immobiliers où là-dessus on compte se faire de l'argent. Voilà. C'est la casse-tête, la vague artificielle.
La casse-tête, c'est la vraie carte. Le golf, la tosse. Et le golfe de Tos, c'est le même principe, à part que là, par contre, l'emprise sur le milieu est énorme, puisque là, on se chiffre là en centaines d'hectares. Donc, c'est pas. Qui plus est, en plus du fait que golf consomme une quantité d'eau phénoménale, une quantité de pesticides, de topicides, etc., pour empêcher les bestioles de venir souffler sur le green, c'est quelque chose de phénoménal. Donc, 7 fois plus que la Oui. un golf, c'est épouvantablement antinaturel. Ne tolère rien sur le golf, même pas le top, même pas le Ah non, non, ce sont des terres stériles. Hein. La microfaune du sol est systématiquement tuée. Ouais, c'est stérilisé complet. Donc ça, un golf, c'est tout ce qu'il y a de plus antinaturel, un golf. Excusez-moi, en ce qui concerne effectivement le fameux golf dans notre département, le serpent de mer, là, je reviens, j'arrive, je pars, on ne sait pas où il est né. Il est quand même très proche, effectivement, des étangs. L'étang blanc, l'étang noir, l'étang d'Arny. Que va devenir effectivement toute cette eau? Parce qu'il y a le petit ruisseau qui m'appelle. C'est une zone humide. Voilà, c'est une zone humide. C'est une zone humide. Comment vont-ils arriver, si jamais il se faisait par malheur, à sécuriser, parce que l'herbe elle ne pousse pas toute seule, même si c'est bio, même si soi-disant c'est magnifique, il faut bien quand même la faire pousser, surtout dans nos landes, hein. C'est du sable. Donc, quelque part, comment vont-ils la sécuriser en circuit fermé, cette irrigation? Parce qu'il faut bien irriguer, c'est impossible. Donc, toute cette pollution qui va être aller sur les temps blancs, toute la partie de Seignos, cette partie-là va être changée. La biodiversité déjà, entre autres. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Oui, On voit que il y a des projets comme ça ici dans les Landes, comme ailleurs, et qui atteignent c'est toujours les mêmes effets sur l'environnement. Et au niveau européen, bien sûr, on a dans notre programme beaucoup de choses à dire sur l'écologie, et on a un projet de réensauvagement de l'Europe. Il faut en fait sanctuariser des grandes zones, c'est pas 1 hectare ou 2, c'est des très grandes zones, pour les laisser naturelles, et qu'il n'y ait pas d'impact de l'homme. Parce que là, les amis évoquer le problème des zones humides par exemple, donc les golfs qui vont se construire sur des zones humides, et ça c'est catastrophique de s'attaquer à toutes les zones humides, à s'attaquer, voilà, donc on disait l'exemple des golfs où on s'attaque aux vers de terre, mais c'est extrêmement important, comme les abeilles sont importantes, donc la fertilité des sols, etc. Donc on a ce projet qui est assez nouveau entre guillemets. Politiquement, la préservation du vivant et le réensauvagement, c'est vraiment un projet politique. C'est pas facile, mais on pense que c'est réalisable. Mais là encore, il faut une volonté politique de changer les choses. Et Europe Écologie, permettez-moi de faire un peu de comment dire ça, Europe Écologie est le seul parti politique à porter ces choses-là, au plan local comme au plan national, comme au plan européen. Il n'y a pas d'autres partis aujourd'hui qui le font. Alors bien sûr, ils vont tenir des discours, mais dans la pratique, on voit ce que ça donne dans les Landes, mais comme ailleurs, si le golfe de Tos, la vague artificielle et des trucs aberrants comme ça, ou l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, etc., on voit que en fait, le seul parti politique qui vraiment préserve, qui fait l'effort de préserver l'environnement, et quand je parle de l'environnement, c'est préserver la vie de l'homme. En bout de course, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est coupé du milieu, il ne faut pas croire que parce qu'on vit dans les villes, on n'a pas besoin de la nature, c'est faux. Si la nature s'écroule, nous on meurt. Donc l'Europe Écologie est le seul parti qui porte cette problématique, pas les autres. Et nous on se heurte localement justement aux autres partis qui portent ces projets destructeurs. Et ça, je tenais à le dire quand même, parce que bon, c'est en quelque sorte, c'est bon pour l'écologie, préférer l'original aux copies, quoi. Voilà, en résumé, je vous le fais comme ça. C'est très bien dit. Et pour ajouter, parce que souvent on nous fait la critique, oui, et encore hier j'étais en débat à Toulouse, on me dit oui, c'est bien beau, vous voulez préserver les animaux, mais ils ne réalisent pas que nous sommes aussi dans la chaîne et dans le vivant, mais vous ne parlez pas d'emploi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a quand même un chômage de masse, que ce soit en France et en Europe. Donc on voit bien que le système actuel, de toute façon, détruit les emplois, qui sont délocalisés et tout ça. Et donc, avec notre projet politique de préservation du vivant, c'est absolument pas contradictoire à la création d'emplois. Au contraire, la transition écologique va créer des emplois
qui ne sont pas délocalisables justement. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Il faut arrêter d'opposer écologie, emploi, écologie et économie. Mais après, ça veut dire quel projet de vie on veut. Et les choses sont tout à fait... on peut lier les deux, au contraire. Mais dans une société qui est quand même bien plus agréable, je trouve, que cette société du béton à tout va, qui est toute grise. Et à terme, il n'y aura plus de terre agricole. Moi je me dis, mais comment on va manger dans 10, 15, 20 ans, 30 ans voilà. Quand même se demander où on va. Et je tenais quand même à faire cette précision importante parce que souvent on nous oppose le fait qu'on serait nous hors sol et contre l'emploi des Françaises et des Français et des Européens, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors moi, je prends toujours cet exemple qui est un exemple connu, mais il est bon quelquefois de le rappeler. Cet exemple classique où des pêcheurs pêchent des crustacés du côté du Danemark en mer Baltique, mettent leurs crustacés dans les camions frigorifiques, les transportent jusqu'au Maroc pour qu'ils soient traités et conditionnés, les remettent dans les transports frigorifiques pour qu'ils soient revendus aux endroits où ça a été pêché. C'est ça aujourd'hui l'économie. C'est l'économie du transport. Et si dans une optique écologique, le but c'est quoi? C'est de dire, ok, vous avez pêché à cet endroit, ben on fait des unités de conditionnement sur place. Et ça crée des emplois sur place. Et on n'a plus cette noria de camions sur les autoroutes, où la moitié d'ailleurs des camions, sachez-le, c'est un camion qui transporte des déchets. Un camion sur deux, soit dit en passant. Et donc vous n'avez plus ces transports frigorifiques qui traversent l'Europe, etc., pour les faire conditionner, si vous voulez, ces choses-là, au Maroc ou ailleurs. Et le problème de ça, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est tout simplement parce que le prix du transport ne coûte pas ce qu'il devrait. Et sur qui on fait l'économie? Sur ceux qui conduisent. La majorité des conducteurs sur l'autoroute, ce sont des Roumains, des Bulgares, qui souvent d'ailleurs ne savent pas conduire, et résultat des courses, ils se cassent la gueule, ils dorment au volant, etc. Bon bref, c'est ça aujourd'hui la réalité de l'économie en Europe. C'est une partie de la réalité. Je pense que ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas continuer comme ça. Ça, c'est un exemple, mais je peux vous en citer des millions d'exemples comme ça. Moi, je connais un qu'on a sous les yeux ici, qui est très insidieux. Pour rebondir sur ce que tu dis là, par exemple dans la filière canard gras. Moi-même j'ai fait une étude sur la filière canard gras en Chalosse dans les Landes et en France. J'ai fait ça pour la Confédération paysanne. Quand un canard gras est sacrifié et mis à la disposition du consommateur, ce canard gras a parcouru en moyenne 350 km entre le moment où il était à l'état d'embryon dans l'œuf et le moment où il a été sacrifié et consommé. 350 km, voyez la trace carbone qu'il y a derrière le canard gras. Au moment de la grippe aviaire, on a quand même déclenché pas mal de choses, pas mal de réflexions se sont déclenchées là-dessus. Et moi-même j'ai fait un discours là, devant toute la filière à la préfecture. Tu t'es fait des amis, non? Hein? Oui, je me suis fait que des amis, bien entendu. Non, mais moi j'ai appris à vivre dans ce contexte, voyons, et je m'en porte très 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 bien. Bon, mais voilà. Bon, c'est vrai que le canard gras quand on voit que des œufs arrivent de Roumanie, que des œufs qui sont passés dans les accouvoirs d'ici arrivent de Vendée, arrivent de Bretagne, que les canards sont dispatchés dans les fermes avec, après l'œuf, dans un rayon de 150, 200, 300, 400 km, les canetons, qu'ils sont soignés, qu'ils sont encore transférés pour l'engraissement dans d'autres fermes, et que de l'engraissement ils vont à l'abattoir, et que de l'abattoir ils vont chez le consommateur, eh bien la moyenne parcourue par le canard gras est de 350 km, messieurs, dames. Donc, il doit repasser par une plateforme, je pense, de préparation. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous opposez, enfin vous dites, on oppose écologie et emploi, on vous oppose aussi avec les chasseurs. Ah oui. Comment vous voyez, vous, est-ce que vraiment il y a une opposition entre les chasseurs qui se disent aussi écologistes parce qu'ils participent à la régulation des populations? Ben, je pense que c'est un peu compliqué, on n'a pas de position particulière contre les chasseurs, c'est pas le souci. Le souci c'est qu'on a une politique de préservation du vivant. Donc forcément quelquefois ça rentre un petit peu en conflit avec les chasseurs, de temps en temps, mais pas souvent. Mais voilà, bon, je pense qu'il faut pas porter ça
Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est frontal, c'est de temps en temps on a quelques frictions. Mais par contre, je peux vous dire une chose, c'est que il nous est arrivé souvent dans les milieux associatifs de protection de l'environnement, de travailler avec les chasseurs pour la protection des espaces verts, des espaces à protéger contre l'urbanisation, etc., notamment les golfs, à Tarnos, etc. On a travaillé avec les chasseurs ensemble. Donc il y a de temps en temps quelques frictions, mais il y a aussi des points de convergence, il ne faut pas les nier non plus, et c'est vachement important de le souligner. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Par contre, politiquement, il y a quand même un souci de laisser la gestion de la biodiversité aux chasseurs, voilà, comme dans certaines régions. Et en ce moment, le gouvernement est quand même pro-chasseur, et de laisser qu'il y ait effectivement localement une coopération, effectivement, oui. Ça c'est tout à fait normal, mais de laisser la gestion de la biodiversité aux chasseurs, ça pose politiquement un souci. Le point sensible, pour moi, le point sensible se situe entre une chasse de régulation, une chasse écologique, une chasse de préservation. Cette chasse doit exister. Attention, à partir du moment, et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux, la loupe et le microscope, attention à partir du moment où la chasse devient spéculatrice. Ça, c'est grave. C'est ça le problème. Et c'est un gros problème, et c'est là que se situe le point de friction. C'est-à-dire comme spéculatrice. Chasse spéculative, bon, moi je pense que chasse spéculative, c'est maintenant, il y a eu, allez, je cite une invasion en ce moment. Je crois qu'il faut en parler un petit peu, le sanglier. Le sanglier en ce moment a proliféré comme c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a quand même institué des réserves de chasse. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont créé des réserves de chasse de 2000, 3000, 4000 hectares dans l'Hollande et partout en France. Il y a des chasses royales, il y a des chasses ministérielles, il y a des chasses, comment dirais-je, républicaines, hein, où on invite ou servite le beau monde. Bon. Quand la tempête Klaus est passée, et ça a été bien occulté. Quand la tempête Klaus est passée, la tempête Klaus a couché des centaines de milliers d'arbres qui ont abattu les clôtures des chasses privées. Et voilà que la prolifération des grands cerfs, des chevreuils et des sangliers s'est mise en route. Ça date déjà maintenant de plusieurs années. Et il y a quand même un gros et un très gros problème de surpeuplement dans le gros gibier actuellement. Gros gibier, c'est cerf, chevreuil, biche, suidé, sanglier. Voilà. Là, il y a un gros problème. Et là, il y a quand même, dans certains endroits, et ça aussi, c'est très occulté, un phénomène de spéculation qui s'est mis en route sur ces viandes-là. Voilà. Après, si vous voulez, il est clair qu'il y a un gros lobby chasse actuellement, très puissant, puisque, alors j'ai entendu dans la voiture, il y a une loi qui a été validée par le Sénat aujourd'hui, comme quoi les anti-chasses, entre guillemets, qui voudraient protéger, ou même quelqu'un qui se promène dans la forêt, tiens, on va se dire, on se promène, ok? Et tout d'un coup, on voit un animal blessé qui est poursuivi par des chasseurs. La première chose, ça serait de dire, on va l'aider. Tout humain qui voit une bête agoniser, voilà. Et bien maintenant, ça sera effectivement puni, gravement puni, d'amende, parce que on sera un terroriste qui va protéger l'animal face aux chasseurs. Ça c'est, voilà, donc il y a un gros lobby. De plus, si vous voulez, il y a quand même une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que moi j'habite à Seignos, je vais aller faire du vélo dans les Landes avec mon petit-fils sur les chemins, eh bien je peux pas. Parce qu'il y a des coups de feu qui tirent de tous les côtés. On n'a pas d'endroit préservé. Les chasseurs ne veulent pas laisser, pendant la période de chasse, effectivement, des créneaux pour que les gens se baladent avec leurs enfants, aillent se promener sur les chemins. Elle appartient à tout le monde, cette forêt. Et donc, ils ne veulent pas, ils disent, nous, on peut chasser tous les jours, puisque les propositions ont été faites. Un dimanche sur 2 ou un samedi sur 2. Eux, ils considèrent qu'effectivement, ils ont le droit, la forêt leur appartient. Alors après, sur la régulation, il y a peut-être des questions à se poser. Moi, c'est mon avis personnel. Hein. Est-ce qu'on doit effectivement réguler à coup de fusil, ou on peut réguler autrement, dans un respect de l'animal? Voilà. Est-ce que les chasses à courre qui sont interdits
en Angleterre, en Allemagne, etc., ne se font plus. Est-ce que nous devons avoir ce qui se passe avec des chasses à courre, des animaux qui se réfugient et qui sont tués dans les jardins? Alors maintenant, paraît-il qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est toute cette question-là qu'on doit se poser. Et ça rejoint effectivement le changement de vie et par rapport à ce que nous devons penser par rapport au vivant. Il y a une grande avancée qui se fait actuellement au niveau des fédérations départementales et nationales de la chasse. Moi j'en ai discuté dernièrement dans une réunion à Pontonx, à notre siège des Landes, là. Devant une prolifération de gibier, devant la prolifération actuelle de gibier, de grand gibier, on va instituer des tireurs. Des tireurs, on ne pourra peut-être pas dire des tireurs professionnels, mais il faudra passer par l'affût et le tir sélectif des bêtes pour arriver à une régulation très propre. On est en train d'étudier cette question. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions? Non, mais de toutes les façons, pardon, le lobby de la chasse, il existe à tel point que Hulot il a démissionné suite à une réunion où était représenté un homme qui n'avait pas été invité, mais qui était le représentant des lobbies de la chasse. Ça veut dire que les lobbies sont entièrement dans toutes les institutions, en particulier dans la chasse. Et pourquoi c'est dans le lobby de la chasse? Et c'est pas compliqué, c'est qu'il y a des électeurs, et pour avoir ces électeurs-là, eh bien on manie toutes les voix. Même la voix des chasseurs qui représente un certain nombre de... 4 millions d'électeurs, les chasseurs. Non, pas tant, non. Oh, entre les chasseurs et les familles, ça fait pas loin, ouais. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Un mot de conclusion? Oui, alors on a beaucoup parlé du local, c'est normal, nous sommes dans les Landes, vous avez vu qu'on a abordé plusieurs projets, mais à chaque fois on peut rattacher ça à l'Europe parce que dans le programme, j'ai esquissé vraiment les très grandes lignes, mais par exemple sur l'agriculture, si on réforme en profondeur l'agriculture, ça aura un impact sur tous les territoires. Par exemple dans les Landes, cette utilisation abusive d'eau, parce qu'il y a des monocultures, comme le maïs, effectivement si on s'attaque donc aux causes à l'agriculture intensive, après sur tous les territoires, en fait on aura moins de pollution, on pourra mieux manger et mieux vivre. Merci beaucoup. Je voulais dire une chose quand même, au niveau du golfe de Tos. Je peux intervenir. Au niveau du golfe de Tos, il faut savoir qu'il y a sur la côte actuellement des difficultés hydriques durant l'été. C'est-à-dire il y a de plus en plus de touristes et il y a de moins en moins d'eau. Et malgré cela, ils créent un golfe qui va consommer de l'eau. Même si ils disent que c'est de l'eau recyclée, cette eau recyclée-là, elle peut servir à autre chose qu'alimenter un golfe. D'une part, premièrement. Et deuxièmement, sur ce golfe, quel était le projet? Le projet, c'est de faire un golfe international. Et pourquoi faire un golf international? Pas pour faire venir des joueurs internationaux forcément, mais faire venir un jet set international qui va venir jouer au golf et dépenser de l'argent ici. Bon. Ça veut dire que pour moi, politiquement, un parti de gauche, le parti socialiste, il prend comme disposition de faire venir la jet set internationale pour dépenser leurs sous dans les Landes et dans quel but structurant? À pousser des petites balles dans de petits trous. Alors moi je dis sur un plan politique, c'est scandaleux, les anciens, les vieux, les Jaurès, les Blum, etc., ils doivent se retourner dans leur tombe. Et je comprends qu'il y ait des gilets jaunes qui se scandalisent de ces choses-là. Voilà, c'est le Parti Socialiste qui a initié cela, tout en disant, M. Emmanuel, il dit, on fait ça, mais ils vont nous construire des logements sociaux. C'est très bien les logements sociaux, mais est-ce qu'ils vont le faire les logements sociaux? Est-ce que c'est le but? Non. Le but c'est de faire de l'argent, d'amener des capitaux là-dedans, et s'il reste de l'argent, on construira les logements sociaux. Mais le premier but, c'est de développer un petit peu la côte landaise comme on a développé la côte d'Azur. C'est-à-dire faire venir des ronds. C'est pas dans l'intérêt des gens. Bon, merci beaucoup. Une vision politique. Ok. Parfait.